Elle avait un beau-fils de 17 ans nommé Frédéric. À un moment donné, probablement lorsque Clara était un peu plus âgée, les deux sont tombés amoureux. Ils ont eu 3 enfants, la plus jeune étant Agatha. L'enfance d'Agatha fut normale et heureuse, bien qu'un peu solitaire, en raison de l'écart d'âge avec ses frères et sœurs. Cela n'a pas été aidé par le plan étrange de sa mère pour son éducation. Malgré le fait que ses frères et sœurs allaient à l'école, Clara voulait enseigner elle-même à Agatha. Elle ne voulait pas qu'elle apprenne à lire avant l'âge de 8 ans. Eh bien, rien ne pouvait retenir Agatha, curieuse et déterminée, de ce qu'elle voulait. Elle a appris à lire à 4 ans et s'est échappée dans un monde d'imagination, jusqu'à ce que tout s'effondre brutalement. Quand Agatha n'avait que 11 ans, sa famille a vécu une tragédie dévastatrice. C'est alors que son père bien-aimé est décédé d'une pneumonie et d'une maladie rénale chronique. Comme elle le dira plus tard, sa mort a marqué la fin de son enfance. Et ce n'était pas le seul problème. La famille n'avait pas beaucoup d'argent sans lui, et ses frères et sœurs avaient déménagé, la laissant seule avec sa mère. Malgré leurs difficultés financières, la famille Christie a réussi à envoyer Agatha dans une série de bonnes écoles. C'est là qu'elle a commencé à trouver ses marques. Agatha n'a peut-être pas excellé dans les programmes de musique comme on l'attendait d'elle, mais l'environnement social, par opposition à son enfance solitaire, semblait lui avoir fait du bien. Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à écrire des nouvelles. Malheureusement, ce ne fut pas un succès immédiat. Elle a reçu de nombreuses lettres de refus, mais son obstination, dans ce cas, s'est révélée être une grâce salvatrice. Agatha a gardé le nez dans ses écrits et a rédigé son premier roman, Snow Upon the Desert. Malheureusement, elle allait être profondément déçue. Pas un, mais 6 éditeurs différents ont rejeté son travail. Un rayon d'espoir est apparu lorsqu'un romancier célèbre l'a présenté à son agent, qui lui a ensuite dit qu'il ne voulait pas du livre. Les éditeurs ne voulaient peut-être pas d'Agatha Christie, mais beaucoup d'hommes, si. Elle était jolie et sociable, avec un calendrier social bien rempli. En conséquence, Agatha avait une foule de prétendants à ses trousses. Elle avait hâte de se marier, mais aucun des hommes qu'elle rencontrait ne laissait vraiment une impression durable. Cependant, un autre homme l'a fait, et celui-ci avait du staying power. Archibald Christie a approché Agatha lors d'un bal et a demandé 3 danses sur sa carte, ce qui était la coutume à l'époque. Après les 2 premières, Archie a demandé 3 autres, ce qui était tout à fait inhabituel. Il a marqué l'esprit d'Agatha, ce qui était une bonne chose, car il avait déjà décidé qu'il voulait l'épouser. Après 3 mois, il l'a demandée en mariage. Il y avait juste un problème. Bien qu'Archie l'ait poursuivi sans relâche pendant des mois, Agatha était déjà fiancée, en fait, à quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Mais bien que Reggie Lucy ait fait sa demande, il hésitait à se précipiter dans le mariage. C'était une erreur qui se révélerait fatale pour leur relation. Après leur séparation, Agatha était libre d'accepter la proposition d'Archie, mais ce n'était pas leur seul obstacle. Agatha ne voulait pas attendre pour épouser l'homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie. Mais sa mère luttait pour garder sa maison, et Archie n'avait pas d'argent. Elle a dit à Archie qu'elle ne pouvait pas l'épouser, car elle devait soutenir sa mère. Eh bien, après tous les obstacles qu'il avait déjà surmontés, il n'allait pas accepter un non comme réponse. La persistance d'Archie a porté ses fruits, et Agatha a finalement accepté, mais malheureusement, leur conte de fées s'est rapidement transformé en cauchemar. Agatha et Archie ont eu de longues fiançailles, mais pas parce qu'ils apprenaient à se connaître. Archie était pilote, et quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il est parti en France pour combattre. Quand il est rentré pour Noël, en 1914, ils se sont mariés rapidement avec le peu de temps qu'ils avaient ensemble. Dire qu'il n'y a pas eu de lune de miel serait un euphémisme. Agatha et Archie Christie ont passé les 6 premiers mois de leur mariage séparés.
Pendant qu'Archie combattait, Agatha contribuait à l'effort de guerre en Grande-Bretagne. Malgré ses longues heures à la Croix-Rouge, elle était toujours seule sans son mari. Et que se passe-t-il quand Agatha Christie est seule? Eh bien, elle prend sa plume. En 1916, alors qu'elle travaillait avec la Croix-Rouge, Agatha a rencontré plusieurs soldats et réfugiés belges. Ces hommes ont servi d'inspiration pour son nouveau personnage, Hercule Poirot, un détective belge astucieux. Il est devenu le personnage central de son deuxième roman, The Mysterious Affairs at Styles. 2 éditeurs différents l'ont rejeté avant qu'un ne finisse par accepter de le publier. La maison d'édition audacieuse lui a signé un contrat pour 5 romans, mais Agatha n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Comme beaucoup de jeunes artistes et auteurs, Agatha Christie était simplement heureuse que quelqu'un veuille enfin soutenir son travail, mais elle ne réalisait pas qu'il y avait un côté sombre au contrat qu'elle venait de signer. Le salaire n'était pas génial, et elle était maintenant liée à eux pour 5 livres. Alors que sa popularité commençait à croître, le sentiment qu'on l'exploitait grandissait aussi. Pendant qu'Agatha luttait avec les aspects professionnels, la fin de la Première Guerre mondiale signifiait que sa vie personnelle pouvait enfin avancer à plein régime. Après le retour d'Archie, Agatha est tombée enceinte et a donné naissance à une petite fille en bonne santé, magnifique. Ils l'ont nommée Rosalind, mais comme nous le verrons, tout n'était pas parfait au paradis. Dans les années 1920, l'exposition de l'Empire britannique parcourait le monde pour promouvoir les derniers vestiges de l'Empire. Agatha et son mari, Archie, étaient tous deux impliqués dans la promotion de cette exposition, et ils s'y sont investis à fond. Les Christie ont parcouru le monde aux côtés de l'exposition, allant jusqu'en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Mais il y avait un côté triste à leurs voyages mondiaux. Ils ont dû laisser leur jeune fille derrière eux pendant des mois à la fois. On aurait dit que les Christie avaient enfin la lune de miel que la Première Guerre mondiale leur avait refusée. Mais à leur retour, ils étaient dans de gros ennuis. Ils étaient presque fauchés. Quand Agatha a soulevé leurs problèmes d'argent, la réaction d'Archie fut brutale. Il a suggéré qu'elle retourne vivre chez sa mère. Agatha a rejeté son idée et a plutôt commencé à écrire davantage, cette fois avec plus de succès. Archie a obtenu un emploi à la City de Londres et l'écriture d'Agatha a commencé à décoller. Avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont acheté une voiture et une maison qu'ils ont nommée Styles, d'après son premier roman mystère. Mais toutes les nouvelles choses de brillantes de leur vie ne pouvaient pas détourner l'attention des fissures qui commençaient à apparaître. D'une part, il semblait qu'Archie préférait passer des heures sur le terrain de golf plutôt qu'avec sa famille. Quand Agatha a suggéré qu'ils essaient d'avoir un autre bébé, il lui a répondu par un non véhément. Agatha semblait imperturbable face à l'indifférence de son mari et s'est plongée dans la finalisation de son nouveau roman, The Murder of Roger Ackroyd. Il deviendra l'un de ses livres les plus discutés à ce jour. Mais Agatha serait bien trop distraite pour savourer ses succès croissants. En avril 1926, Agatha a perdu sa mère Clara. Malgré toutes leurs épreuves, la perte de son père et tous leurs problèmes financiers, elles étaient restées incroyablement proches. La perte de sa mère a fait plonger Agatha dans une spirale. Elle n'a pas d'assister aux funérailles seule, car Archie était en Espagne. Mais même à son retour, il l'a laissée seule chez sa mère pendant qu'il allait à son club à Londres. Bientôt, tout est devenu trop. Après avoir perdu sa mère, la presse a commencé à publier des rapports selon lesquels la romancière montante Agatha Christie avait quitté Londres pour Bjar, en Suisse. Pour se remettre d'une dépression nerveuse, ils affirmaient qu'elle était complètement épuisée, à force de travailler sans relâche. Que cela soit vrai ou non, une chose était claire. La combinaison des pressions professionnelles, du comportement de son mari et de la perte de sa mère avait véritablement fait des ravages sur Agatha. Malheureusement pour Agatha, le pire était encore à venir. En août 1926,
Archie a fait une confession troublante. Il avait une liaison depuis longtemps avec une jeune femme qu'il avait rencontrée sur le terrain de golf. Elle s'appelait Nancy Neal, et leur liaison durait depuis 18 mois. Agatha était choquée. Elle n'avait jamais rien soupçonné, et alors que la vérité s'installait, la douleur et le dégoût aussi. Pendant des mois, Archie lui avait semblé être un étranger. Et maintenant, tout devenait clair. Ce qui rendait la blessure encore plus profonde, c'est qu'à des moments plus heureux, Agatha invitait fréquemment des amis à séjourner chez eux à Style. Elle avait en fait invité Nancy à plusieurs reprises, et Nancy avait accepté. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la plupart des gens de leur cercle social étaient au courant de la liaison. Maintenant, Agatha n'était pas seulement blessée, elle était humiliée. Archie est immédiatement parti pendant 2 semaines. Agatha avait sa sœur et sa secrétaire pour se confier, mais aucune ne pouvait lui fournir les réponses qu'elle cherchait. Sa sœur lui a dit qu'ils finiraient par se réconcilier, mais sa secrétaire était plus pessimiste, disant qu'il ne resterait pas. La remarque la plus cruelle venait de sa fille. Rosalind, âgée de 8 ans, a dit à sa mère qu'Archie voulait être avec elle, pas avec Agatha, ajoutant « C'est toi qu'il ne semble pas aimer ». Après 2 semaines, Archie est revenu. Agatha l'a supplié de donner une autre chance à leur mariage, proposant une période d'essai d'1 an. Toujours sensible, Archie n'a accepté que 3 mois. Agatha a fait ce qu'elle pouvait pour que ça fonctionne, et le couple est parti en vacances ensemble. C'était calme et sans incident, mais à leur retour, ils sont retombés dans leurs vieilles habitudes. En plus de tout cela, son éditeur la pressait pour son prochain roman, et les magazines réclamaient des histoires. Elle aurait pu utiliser du temps libre, mais quand Archie trouvait excuse après excuse pour sortir de la maison, cela ne faisait que l'enrager davantage. Leurs disputes ont commencé par des cris et ont dégénéré jusqu'à ce qu'Agatha jette une théière sur Archie. Il avait peut-être eu une liaison de 18 mois, mais pour Archie, c'était un pont trop loin. À la fin de 1926, Agatha était comme une grenade dégoupillée, prête à exploser à tout moment, et Archie a été celui qui a commis l'erreur de la laisser tomber. Le matin du 3 décembre, il lui a dit qu'il ne pouvait pas passer le week-end avec elle. Finalement, elle a réussi à lui faire avouer qu'il le passerait avec Nancy et qu'il voulait l'épouser. Agatha a enfin dû faire face à la vérité. Archie est parti au travail et Agatha et Rosalind ont passé la journée avec sa mère, qui a remarqué qu'Agatha se comportait de manière erratique. Plus tard ce soir-là, Agatha a mangé seule et a attendu qu'Archie revienne. Il n'est jamais rentré. Vers 21h45, elle est montée dans sa voiture et est partie faire un tour. Bien qu'Agatha ait l'habitude de construire des mystères, même elle n'aurait pas pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. Le matin du 4 décembre 1926, un éleveur local a trouvé une voiture abandonnée, avec les phares allumés, à Newland Corner, dans le Surrey, à environ 15 miles de Style. Quelqu'un d'autre a appelé les autorités pour les alerter, et ils ont rapidement découvert le nom du propriétaire de la voiture, Agatha Christie. L'écrivaine, cependant, était introuvable. On aurait dit une scène tirée de l'un de ses romans, mais en réalité, c'était encore plus étrange. Les autorités se sont rendues à Style et ont informé la secrétaire Charlotte qu'il semblait qu'Agatha avait disparu. Elle a appelé Archie, qui était, bien sûr, avec Nancy. Sa réaction était typiquement insensible. Il est revenu et a prétendu n'avoir aucune idée de l'endroit où se trouvait sa femme, et qu'elle ne lui avait rien dit. Du moins, c'est ce qu'il disait. Archie Christie jouait les innocents avec les autorités, mais il cachait un secret. Quand il était revenu à Styles, il avait trouvé une note qu'Agatha lui avait laissée. Avant que quiconque ait eu l'occasion de la voir, il l'a brûlée. Il ne faut pas être un écrivain de mystère pour comprendre que ce comportement est extrêmement suspect. Agatha avait également laissé une lettre à sa secrétaire, Charlotte, qui donnait au moins quelques indices supplémentaires.
Elle mentionnait que Charlotte devait annuler les plans d'Agatha pour le week-end et qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Quand les détectives enquêtant sur sa disparition ont appris les problèmes entre Agatha et Archie, ils ont commencé à craindre qu'elle ait fait quelque chose de drastique et ont intensifié les recherches. Malheureusement, cela a attiré l'attention de la presse. Ces histoires étaient peut-être très populaires, mais Agatha était une personne très privée. Malheureusement, après quelques jours d'absence, les autorités n'ont eu d'autre choix que d'émettre un avis de personne disparue. Les craintes d'Archie étaient doubles. Premièrement, que l'affaire expose sa liaison avec Nancy Neal au public, et deuxièmement, que son infidélité ait peut-être poussé Agatha à se suicider. En fin de compte, seule l'une de ces éventualités se réaliserait. Le nom d'Agatha faisait les gros titres au Royaume-Uni et a même atteint la première page du New York Times. Alors que les autorités locales rassemblaient des équipes de recherche, un autre indice a émergé. Agatha avait envoyé une lettre après sa disparition. Tôt le samedi matin 4, elle avait écrit à Campbell, le frère d'Archie, l'informant qu'elle prévoyait d'aller dans un spa non nommé dans le Yorkshire. Le ton de la lettre ne donnait aucune indication sur l'état mental d'Agatha ou autre chose. Mais au moins, les autorités avaient de maintenant un nouvel indice sur l'endroit où elle pourrait être. Cependant, lorsque les autorités ont réalisé qu'Archie avait passé la nuit de vendredi avec Nancy chez un ami, dans ce que le personnel de l'époque a appelé une fête de fiançailles officieuse, ils ont commencé à le considérer comme un suspect dans la disparition d'Agatha. Après tout, lors d'une de leurs plus grosses disputes, Agatha avait dit à Archie qu'elle ne permettrait jamais un divorce. C'est également à cette période que les enquêteurs ont découvert qu'il avait brûlé une lettre d'Agatha. Il a refusé de leur dire ce qu'elle contenait. Entre cela et la pression constante de la presse, Archie commençait à craquer, tout comme sa femme l'avait fait. Le vendredi 10 décembre, à peine 7 jours après la disparition d'Agatha, le Daily Mail a publié une interview qu'il avait menée avec Archie. Dans celle-ci, il a affirmé qu'Agatha avait parlé de la facilité avec laquelle il serait possible de disparaître. Il a également suggéré qu'elle avait disparu volontairement, ou qu'elle avait eu une sorte de crise liée à la possibilité d'un meurtre ou d'un suicide. D'autres écrivains de mystère se sont également impliqués dans la recherche. La romancière Dorothy L. Sayers s'est rendue sur le lieu de la recherche, a regardé autour d'elle pendant 1 minute, puis a déclaré avec autorité qu'Agatha n'était pas là. Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, a donné un gant d'Agatha à une médium qui a dit qu'elle était toujours en vie et qu'elle réapparaîtrait mercredi prochain. Tout cela était assez sensationnel, mais les autorités étaient sur le point d'obtenir une piste significative dans l'affaire. Le personnel d'un hôtel spa à Harrogate, dans le Yorkshire, a commencé à signaler qu'une de leurs clientes ressemblait à Agatha. Les autorités ont pensé qu'il serait préférable de laisser quelqu'un de proche d'elle faire l'identification. Alors, ils ont attendu qu'Archie s'y rende. Tard le mardi 14 décembre, Archie a identifié la femme comme étant sa femme, Agatha Christie. Un indice bizarre avait convaincu les autorités et la presse qu'il s'agissait bien d'Agatha. Elle s'était enregistrée à l'hôtel en utilisant le nom de famille Neal, comme la maîtresse d'Archie. Agatha était à l'hôtel depuis 10 jours. D'autres clients l'avaient même vu lire les nouvelles concernant sa propre disparition. Pourtant, aucun ne l'avait reconnu comme l'auteur, ou s'ils l'avaient fait, ils avaient de respecter sa vie privée. Après tout, de nombreux invités célèbres fréquentaient à l'hôtel en préférant rester incognito, et donc la question de l'endroit était résolue. Mais qu'en était-il des autres? Quand les autorités ont demandé à Agatha ce qui s'était passé, sa réponse était surprenante. Elle a dit qu'elle était dans un état de confusion lorsqu'elle avait quitté la maison, ne se souvenait d'aucun des jours précédents, et qu'elle commençait seulement à se rappeler qui elle était maintenant après avoir vu Archie. Dire qu'ils étaient sceptiques serait un euphémisme, et ils avaient de bonnes raisons de l'être.
Quand elle s'est assise pour parler à Archie, Agatha a révélé la vérité tordue. Elle a dit qu'elle avait orchestré la disparition après avoir réalisé que son mariage était vraiment et véritablement fini. Et ce n'était pas la partie la plus étrange. Elle avait eu une alliée, et non, pas sa secrétaire Charlotte. Elle avait recruté la femme de son frère, Nan, qui avait passé les jours suivants à agir extrêmement bouleversée par la disparition d'Agatha. Puis, elle a révélé comment elle l'avait fait. Agatha avait planifié de nombreux détails de sa disparition aussi minutieusement qu'elle le faisait pour l'intrigue de ses livres. Elle avait laissé un manteau de fourrure, une valise de vêtements et son permis de conduire à l'intérieur de la voiture pour donner l'impression qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Puis, elle avait fait rouler la voiture hors de la route, en mode neutre, s'assurant de laisser les phares allumés pour attirer l'attention. Agatha avait ensuite pris le train pour Londres, où elle avait passé la nuit avec sa belle-sœur Nan. Mais à quoi tout cela servait-il? Il semblait qu'Agatha avait prévu de s'absenter pendant 3 ou 4 jours, juste pour faire souffrir Archie pour ce qu'il avait fait. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas prévue. Elle avait écrit sa lettre au frère d'Archie et l'avait envoyée à son lieu de travail pendant le week-end. Elle s'attendait à ce que, lorsqu'il la recevrait, il envoie les autorités dans les spas de Harrogate pour la trouver. Malheureusement, ils ne sont jamais venus frapper à sa porte, et ce retard a entraîné une conséquence imprévue. Malgré la nature théâtrale de ses agissements, Agatha Christie était, ne l'oublions pas, une personne très privée. Si les autorités l'avaient découverte à Harrogate le lundi ou le mardi, comme elle l'avait prévu, il est tout à fait possible que la presse n'ait jamais repris l'histoire. Après tout, on peut planifier un roman policier à la perfection. Mais alors que certains lecteurs le résoudront habilement, beaucoup peuvent rester dans l'obscurité. Agatha Christie était rapidement rentrée chez elle, loin des regards indiscrets de la presse à qui elle refusait de parler. Ni eux, ni le grand public n'ont été informés de beaucoup plus que les détails les plus sommaires de sa disparition et de sa découverte, ainsi que d'une prétention d'amnésie. En conséquence, la réaction fut immédiate et brutale. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un coup de publicité, ou pire encore, d'un complot pour accuser Archie de meurtre. De retour chez elle, la presse harcelait Agatha et Archie pour obtenir des détails pendant que les autorités débattaient de la possibilité de faire payer les frais de toutes les recherches à la famille Christie. Et tandis qu'Agatha pensait qu'elle et Archie continueront la période d'essai d'1 an à laquelle ils n'avaient jamais consenti, elle a finalement dû faire face à la vérité dévastatrice. Son mariage était fini. Cette fois, au lieu d'une disparition mystérieuse, Agatha a organisé une autre sorte d'évasion, un long voyage aux îles Canaries en Espagne. Sa fille Rosalind et sa secrétaire Charlotte ont accompagné Agatha lors de ce voyage. Non seulement c'était un refuge opportun face à l'examen public, mais cela lui a également donné beaucoup de temps pour écrire. Sa disparition a eu une conséquence imprévue. Bien qu'elle n'ait pas exactement été un nom connu auparavant, elle l'était maintenant, et ses ventes de livres ont fini par augmenter. Mais il y avait, bien sûr, une question désagréable à régler à la maison. Quand Agatha et Archie ont enfin abordé le sujet du divorce, ils se sont retrouvés dans une impasse brutale. Agatha pouvait révéler sa liaison au monde entier et attirer une attention négative sur Nancy Neal. Mais si Archie le choisissait, il pouvait exposer la vérité sur sa disparition, qu'elle était orchestrée et non le résultat d'un épisode d'amnésie. Archie a accepté de donner la garde de Rosalind à Agatha à condition qu'ils gardent tous les deux le silence. Agatha et Archie ont finalement divorcé en 1928. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Archie a épousé Nancy Neal juste une semaine après la finalisation du divorce par les tribunaux. Quand Rosalind est retournée à l'école, Agatha s'est retrouvée seule à nouveau, mais pas pour longtemps.
Alors qu'Agatha planifiait son prochain voyage à l'étranger, elle a pris une décision impulsive d'annuler ce qu'elle avait déjà réservé et de prendre l'Orient Express pour Bagdad. Cela allait changer sa vie. Là-bas, elle a rencontré un archéologue britannique nommé Max Malouin. Il n'a pas fallu longtemps pour que les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Agatha avait enfin retrouvé l'amour après 2 des pires années de sa vie. À la suite de son divorce, Agatha avait beaucoup de réserves, tout comme ceux qui lui étaient les proches. L'un des principaux problèmes dans sa relation avec Archie, outre son infidélité bien sûr, était qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent que lui, mais refusait de lui en donner. Agatha a fait le point sur son passé avant d'accepter la proposition de mariage de Max. Elle a posé 2 conditions pour lui. Premièrement, il partagerait tout équitablement, y compris les profits de ses livres. Deuxièmement, il devait promettre de ne jamais jouer au golf. Était-ce un bonheur éternel? Eh bien, oui et non. Agatha a continué à produire des romans à un rythme prolifique, et le souvenir de sa disparition s'est estompé dans le passé. Elle a vécu heureuse avec Max jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est allé parti servir en Afrique du Nord. Comme elle l'avait fait pendant la Première Guerre mondiale, Agatha a occupé son temps en faisant du bénévolat dans une pharmacie d'hôpital. Mais alors qu'elle passait ses journées à mémoriser ce qu'elle apprenait sur les poisons pour l'utiliser dans l'élaboration d'intrigues pour ses romans, quelqu'un l'observait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'agence de renseignement britannique MI5 a ouvert une enquête sur l'auteur bien-aimé Agatha Christie. Son livre de 1941, N or M, mettait en scène un personnage nommé Major Bletchley. MI5 craignait qu'il s'agisse d'une référence au centre secret de décryptage appelé Bletchley Park et qu'elle ait un contact à l'intérieur. L'explication de Christie pour cette coïncidence était qu'elle était restée coincée à Bletchley Park lors d'un voyage en train vers Londres et qu'elle avait utilisé le nom pour l'un de ses personnages les moins aimables, en guise de petite revanche. Sans doute, MI5 fut soulagée d'entendre cela. Agatha a créé 2 des personnages les plus aimés de la fiction, Hercule Poirot et Miss Marple. Étonnamment, Christie détestait en réalité Hercule Poirot. Elle l'a qualifié de détestable, pompeux, fatigant, égocentrique petit monstre. En conséquence, lorsqu'elle montait des adaptations théâtrales de ses propres romans, elle le supprimait complètement des histoires dès que possible. Même après le retour de Max de la Seconde Guerre mondiale, la production d'Agatha n'a jamais ralenti. Elle publiait en moyenne un roman par an, même lorsque sa santé déclinait. Alors que les lecteurs cherchaient souvent dans son œuvre des révélations sur sa mystérieuse disparition, c'est son dernier roman qui a donné le regard le plus dévastateur sur la sombre vérité de ces dernières années. Les experts qui ont étudié son travail pensent donc que les changements dans son style d'écriture montrent qu'elle pourrait avoir souffert d'Alzheimer ou de démence. Agatha Christie est décédée de cause naturelle chez elle en janvier 1976. Elle avait 85 ans. Au cours de sa vie, elle a vendu plus de 300 millions de livres et, au moment de sa mort, était la romancière la plus vendue de l'histoire. Le talent d'Agatha pour créer des mystères a cimenté sa place dans l'histoire. Bien qu'elle soit restée majoritairement silencieuse sur le sujet de sa disparition, Agatha a en fait brisé son silence dans une interview oubliée depuis longtemps avec The Daily Mail en février 1928, environ 14 mois plus tard. Elle a de la prétendu qu'elle était étourdie et avait perdu la mémoire après s'être cogné la tête dans la voiture, se retrouvant à Harrogate, croyant être une femme d'Afrique du Sud nommée Tessa Neal. Bien que son histoire ait tant de failles, qu'Hercule Poirot lui-même les aurait percées en quelques secondes. D'une part, elle s'était enregistrée sous le nom de Theresa Neal, et d'autre part, la perte de mémoire et une personnalité secondaire ne se produisent pas ensemble. Si elle avait vraiment été amnésique, elle aurait passé son temps à essayer de se rappeler qui elle était,
ce qui ne correspond pas au récit de ceux qui l'ont vu commenter sa ressemblance avec les photos d'Agatha parues dans les journaux. Mais a-t-elle jamais avoué la vérité? Dans son autobiographie, Agatha a prétendu qu'elle était ruinée, pendant et après la fin de son mariage, ce qui pour beaucoup de femmes de l'époque aurait été un réel problème. Il y a juste un problème. Ce n'était pas vrai. Après la mort de sa mère, Agatha avait hérité d'une somme d'argent généreuse, sans compter que sa carrière décollait. Alors pourquoi mentir? Eh bien, personne ne raconte une histoire comme Agatha Christie. Elle s'est dépeinte comme accablée par des problèmes conjugaux et des pressions financières. Le cadre parfait pour une dépression nerveuse complète. Bien que Christie ne mentionne jamais explicitement ce qui s'est passé dans son autobiographie, elle implique certainement que ces facteurs ont joué un rôle. Conformément à la nature de ses livres, cet épisode de sa vie reste un mystère complet à ce jour. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, FactNate, pour plus de faits incroyables sur tout.